Bonsoir, M. Diouf. Bonsoir, M. Fall. Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre parcours dans l'enseignement de l'économie? Merci, M. Fall, pour la parole. C'est avec une grande déférence et un sentiment de fierté que je réponds à votre invitation sur David Diop Mendes TV pour porter la parole de la cellule d'économie. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Moi, c'est M. Diouf Cherbouka, professeur d'économie générale au lycée Seydina Limamou Laye et par ailleurs prestataire à David Diop Mendes depuis l'année scolaire 2019-2020. Comme mon patronyme l'indique, je suis un jeune Sérère né dans le Fatick, le Niakhar et précisément à Sangaye, où j'ai terminé en quelque sorte maintenant mon cursus élémentaire. Après avoir effectué mes tout premiers pas à l'école élémentaire de Diouroup, le village de M. Dior, professeur de français ici, et M. également Ndiaye, professeur d'anglais, Mama Seri. Et après maintenant, j'avais rallié Fatick, où j'ai successivement fait le CM Thierno Mamadou Sall et également le lycée Koumando Diouf, où j'ai eu à obtenir là-bas mon bac en 2007. Cela maintenant m'avait ouvert les portes de l'UCAD, la FASET, où par ailleurs j'avais décroché la maîtrise en 2011. Juste après, je m'étais inscrit maintenant en Master 2 en politique et négociation commerciale internationale en 2012. Et c'est cette même année par ailleurs où en quelque sorte maintenant j'étais admis au concours d'entrée à l'ENSET, l'École nationale de formation professionnelle et technique, où j'ai eu à passer également par ailleurs 2 années de formation de 2012 à 2014, avant maintenant à la sortie d'être affecté au lycée Seydina Limamou Laye où j'officie jusque-là. Voilà, de façon brève, en quelque sorte maintenant, la présentation que je voudrais faire. Merci beaucoup, M. Diouf. Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner l'économie aussi au lycée? Bon, mon choix maintenant en tant qu'enseignant en économie, il est un peu fortuit. Un peu fortuit pour quelle raison? Parce que premièrement, j'ai eu mon bac en S1. En quelque sorte, c'est comme si alors je n'étais pas destiné en quelque sorte maintenant à faire une carrière en économie. Mais malheureusement, à cause de certains impairs, en quelque sorte, j'ai eu finalement à dégoûter ma matière de prédilection qui était en quelque sorte maintenant les sciences physiques. Et ce qui fait que finalement, alors, je m'étais réorienté. C'est un peu fortuit surtout également que les économistes en général, ils ne sont pas prédestinés véritablement pour la plupart à l'enseignement. Sauf que je dois également dire que le métier d'enseignement, en quelque sorte, maintenant, c'est un métier, en quelque sorte, qui a toujours constitué une passion pour moi. Pour quelle raison? Parce que d'abord, mon papa, il fut enseignant et beaucoup de membres de ma famille également ont eu à exercer maintenant ce métier. Quand on grandit maintenant dans cet environnement, et facilement, on peut en quelque sorte maintenant piquer le virus de l'enseignement. Donc, c'est enseigner l'économie en tant que tel qui est un peu fortuit, mais le choix en tant qu'enseignant, en quelque sorte, maintenant, ça a relevé en quelque sorte une vocation, en quelque sorte, je pourrais dire même première à mon niveau. Comment reliez-vous vos cours à la vie économique du Sénégal? Bon, nos cours, comment on peut les relier à la vie économique du Sénégal? Je peux dire que l'économie, c'est du vécu. Je dis bien, c'est du vécu, même si véritablement maintenant, ce que nous enseignons, c'est quelquefois maintenant de la théorie. C'est du vécu, pourquoi? Ça porte en quelque sorte maintenant sur des activités que nous faisons au quotidien. Ça porte sur des questions de consommation, ça porte sur des questions de production, sur des questions d'échange, de revenus, etc. Et dans ce cas, faire rien que de l'économie ou bien enseigner que de l'économie, c'est en quelque sorte maintenant enseigner du vécu. Et dans ce cas alors, l'économie, c'est un peu, je la présente comme étant la science contre la rareté. Elle milite à ce qu'il y ait maintenant plus de provision, à ce qu'il y ait plus d'abondance pour que nous puissions arriver en quelque sorte maintenant à adapter au mieux nos ressources limitées à nos innombrables besoins. Et ce qui fait que alors, il faut nécessairement faire des actes
puisque nous sommes dans une situation, dans un environnement en quelque sorte maintenant caractérisé par une certaine rareté. Pour arriver maintenant à satisfaire au mieux ses besoins, il faut faire des actes. Ces actes, nous les faisons au quotidien. Ce sont ces actes-là, en quelque sorte, maintenant, que l'économie essaie, en quelque sorte, d'appréhender pour, en quelque sorte, donner maintenant un discours rationnel. Ce qui fait que dans ce que nous enseignons, c'est véritablement maintenant notre vécu. C'est le vécu également, quelquefois, maintenant, de nos élèves. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils présentent, en quelque sorte, maintenant, un certain intérêt, maintenant, concernant la matière. De plus en plus, beaucoup d'élèves, aujourd'hui, préfèrent, quelquefois, maintenant, faire suivre le cours d'économie que de suivre quelquefois les langues comme espagnol quelquefois, parce qu'en quelque sorte, ce qu'ils apprennent, c'est en contact direct, en quelque sorte, maintenant, avec leur quotidien. Et surtout que quelquefois, aujourd'hui, le Sénégalais, l'Africain de façon générale, en quelque sorte, c'est comme s'il est en quête d'identité. Il cherche à s'affirmer en tant qu'Africain et finalement, il développe une attitude de rejet maintenant par rapport à tout ce qui lui paraît étranger, et ce qui fait qu'alors, finalement, les élèves, en quelque sorte, délaissent de plus en plus, en quelque sorte, les cours en langue pour embrasser davantage maintenant de cours d'économie, en quelque sorte, qui est en rapport avec, en quelque sorte, ce qu'ils vivent au quotidien. Et quelles sont normalement les qualités d'un bon enseignant en économie? Bon, les qualités d'un bon enseignant en économie, je considère que ce sont également les mêmes qualités qui sont attendues de l'enseignant de façon générale. Les qualités attendues de l'enseignant de façon générale, c'est quoi en tant que tel? Il faut reconnaître que l'enseignement est un métier. On ne se lève pas en bonjour, en quelque sorte, maintenant, pour enseigner. C'est un métier et il faut qui nécessite véritablement maintenant de la préparation. Un bon enseignant, c'est celui, en quelque sorte, maintenant, qui se prépare, qui nécessite maintenant d'avoir le sens de l'écoute, une certaine observation, mais également une remise en question permanente. Mais surtout également de maîtriser véritablement maintenant les démarches pédagogiques. Voilà de façon générale les qualités en principe maintenant que devrait avoir tout bon enseignant. Et pour être maintenant un bon enseignant en économie, au-delà de ces qualités en quelque sorte qu'on partage avec tous les autres collègues de toutes les autres disciplines, il faudrait au-delà également maîtriser en quelque sorte maintenant la didactique de la matière. La didactique de la matière en économie, c'est valable également pour tout autre enseignant. Tout autre enseignant doit maîtriser la didactique de sa matière, mais surtout, je dis bien surtout, maîtriser également maintenant ses contenus. C'est la seule façon en quelque sorte maintenant dont on peut se faire respecter en quelque sorte maintenant par les élèves. Surtout que l'enseignement, c'est un métier en quelque sorte qui ne tolère durablement pas la médiocrité intellectuelle. Donc, au-delà de ces qualités, il faut chercher véritablement maintenant à maîtriser ces contenus. Je pense que c'est tout ce qu'il faut en quelque sorte maintenant à un professeur d'économie pour en quelque sorte maintenant avoir les qualités qui sont attendues. Et quels sont les principaux défis rencontrés par les élèves en économie? Les principaux défis rencontrés par les élèves en économie, je voudrais dire que en général, leurs problèmes, ça vient quelquefois, en quelque sorte, de certains enseignements qu'ils ont reçus en géographie. Parce que je dois aussi rappeler que le cours d'économie a beaucoup de similitudes avec le cours de géographie, surtout quand c'est pour la classe de terminale. Et quelquefois maintenant, comme ce sont le plus souvent des élèves, comment dirais-je, les professeurs de géographie nous ont précédés en quelque sorte maintenant au niveau de ces élèves, il y a quelquefois certaines manières de faire, malgré qu'il y a des similitudes, en quelque sorte maintenant, qui sont différentes de ce que véritablement maintenant nous faisons. Des fois, c'est trop difficile quelquefois de leur faire départir de ces pratiques qu'ils font maintenant en géographie et que quelquefois maintenant nous faisons en quelque sorte différemment. C'est ce qui fait que quelquefois, il peut y avoir en quelque sorte maintenant certains problèmes. Mais sinon, le cours c'est très accessible. En principe, ils comprennent ça sans difficulté. Il n'y a pas en quelque sorte véritablement de difficultés majeures. Quel conseil donneriez-vous à un élève qui souhaite réussir en économie? À un élève qui souhaite réussir en économie, je dirais qu'il faut fondamentalement, comme d'ailleurs toutes les disciplines, chercher à apprendre à maîtriser en quelque sorte ses contenus théoriques. Également maintenant, faire ces exercices, surtout que quelquefois l'économie et les pratiques, il y a pas mal de calculs, faire ces exercices, mais également avoir aussi une certaine agilité à utiliser les chiffres.
Ouais. Le propre dans l'économiste, on dit, c'est en quelque sorte sa capacité maintenant à parler avec rigueur, tout ce que en quelque sorte maintenant le sens commun pense connaître. Parce que comme je l'ai dit, c'est du vécu. Donc tout le monde en quelque sorte est tenté quelquefois par des actes économiques, quelquefois tout le monde pense comprendre maintenant l'économie. Mais le propre maintenant de l'économiste, l'apprenti en quelque sorte maintenant en économie, c'est de savoir maintenant, d'avoir en quelque sorte cette agilité véritablement à utiliser les chiffres, à utiliser les graphiques et à maîtriser tout ce qui serait en quelque sorte maintenant derrière ces chiffres-là, derrière ces graphiques. Parce qu'en réalité, même si les calculs sont nombreux, ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui se cacherait en quelque sorte maintenant derrière ces chiffres. Et un élève, en quelque sorte, qui veut véritablement réussir, doit avoir véritablement cette capacité donc à utiliser les chiffres et à aller véritablement maintenant au-delà pour expliquer en quelque sorte au mieux maintenant le fait économique. Peut-on avoir votre mot sur la restructuration de la dette tant agitée au Sénégal? Bon, la restructuration de la dette, au moins, elle a le mérite de clore le débat maintenant sur la dette cachée. Dette cachée ou bien dette non déclarée, aujourd'hui, il est clair que en quelque sorte, le niveau d'endettement au Sénégal, ou l'endettement au Sénégal a atteint en quelque sorte maintenant un niveau insoupçonné. La dette du Sénégal, elle est excessive. Il y a en quelque sorte maintenant un cas de surendettement. Donc, si elle n'était pas accessible, il ne serait point besoin en quelque sorte maintenant de se demander s'il faut maintenant la restructurer ou pas. Donc, la restructuration, quand ça se pose, ça veut dire exactement alors que la dette du Sénégal, en quelque sorte, maintenant est insoutenable. Donc, elle est un peu différente alors, comment dirais-je, un peu différente de la façon dont, en quelque sorte, elle nous a été présentée quelquefois maintenant par les régimes passés. Parce qu'avant qu'ils ne quittaient, c'est comme si la dette, en quelque sorte, respectait les critères de convergence et aujourd'hui, en quelque sorte, finalement, on se retrouve avec une dette d'environ 132% de notre PIB qui est quand même très insoutenable. La restructuration, qu'est-ce que c'est? Une restructuration de la dette, c'est juste une renégociation. Un réaménagement en quelque sorte maintenant des termes de la dette, quand celle-ci, la dette en tant que telle, devient en quelque sorte maintenant insoutenable. En l'espèce, une restructuration, elle se passe comment? Suivant maintenant ce qu'on appelle un rééchelonnement de la dette, ou bien en quelque sorte maintenant, et un allègement de la dette. Le rééchelonnement de la dette, ça veut dire quoi? Un allongement négocié de la durée de remboursement de la dette. Pour être clair, supposons par exemple que vous ayez une dette, contractez une dette de 10 millions, que vous devez rembourser par exemple sur 5 ans. Rien que le capital sans compter les intérêts. Ça veut dire que chaque année, vous devez en quelque sorte maintenant payer 2 millions en quelque sorte maintenant en capital au principal de la dette. Malheureusement, vous avez des difficultés à rembourser. Vous pouvez demander maintenant à renégocier votre dette. Allongez alors la durée. Supposons plutôt que d'avoir alors à payer sur, 5 ans, vous payez sur 8 ans. Cela veut dire rien qu'en capital alors, pour chaque année, vous aurez à payer maintenant 1,25 million. Il est beaucoup plus facile de payer maintenant, d'avoir à décaisser 1,25 million que d'avoir maintenant à décaisser 2 millions. C'est ça en tant que tel maintenant le rééchelonnement de la dette. Sauf que maintenant ça a certains inconvénients puisque ça renchérit la dette puisque ça fait augmenter les taux d'intérêt et il faudra également supporter des frais de rééchelonnement. L'allègement de la dette, cela se traduit comment? Il faut aller voir en quelque sorte les bailleurs de fonds. Discuter avec eux pour en quelque sorte maintenant arriver à annuler une certaine partie maintenant de la dette. Annuler une partie de la dette et quelquefois maintenant faire baisser également maintenant les taux d'intérêt. Voilà ce que c'est un allègement de la dette. C'est cet allègement et également le rééchelonnement en principe qui constitue en quelque sorte une restructuration maintenant de la dette. C'est comme qui dirait alors, une restructuration de la dette, c'est chercher en quelque sorte maintenant à trouver de nouvelles conditions de remboursement en quelque sorte maintenant beaucoup plus souples. C'est comme si en l'espèce alors, la restructuration maintenant ne devrait pas poser problème. Moi en tout cas, c'est ce que je pense sincèrement. Sauf que il faudra comprendre les nouvelles autorités actuellement au niveau du pays, ils sont des souverainistes. C'est pour cette raison en quelque sorte maintenant, ils ont du mal, ils ont une certaine réticence à accepter en quelque sorte maintenant cette restructuration. Ça permet d'avoir en quelque sorte maintenant des conditions souples
Mais il faudrait également rappeler qu'il a certains risques, qu'il a certains maintenant inconvénients. Parce que quand un pays décide, par exemple, de restructurer la dette, c'est comme s'il déclarait maintenant qu'il ne peut plus payer sa dette. Dans ce cas, la conséquence majeure, c'est quoi? Il va perdre la confiance de ses bailleurs de fonds. Et comme quoi que si dans l'avenir, ou en quelque sorte, il va rester pendant un bon bout de temps, il aura du mal à lever des capitaux sur le marché financier international. L'autre conséquence, c'est quoi? Je pense celle qui est la plus redoutée en quelque sorte par les autorités, c'est qu'une restructuration aussi, elle est assujettie à certaines conditionnalités. Des mesures en quelque sorte d'austérité, ce que généralement maintenant nous appelons maintenant des politiques d'ajustement structurel. Des politiques d'ajustement structurel, nos économies en ont connu durant 2 décennies, de 1978 à 1998. Que sont ces politiques d'ajustement structurel? C'est en général un ensemble de mesures économiques imposées maintenant par les institutions financières internationales à des pays connaissant en quelque sorte maintenant des difficultés financières et dans l'optique en quelque sorte maintenant d'assainir leurs finances publiques et de rétablir maintenant leurs grands équilibres macroéconomiques. Voilà ce que c'est en quelque sorte maintenant des politiques d'ajustement structurel. Cependant, elles ont toujours des conséquences négatives. En quelque sorte, des mesures impopulaires. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on les appelle des mesures d'austérité, donc difficilement supportées maintenant par la population. Et à chaque fois maintenant qu'il faudra restructurer, il faudra maintenant se préparer à une telle éventualité. Je pense que c'est parce que alors nos autorités ne voudraient pas qu'on arrive maintenant à ces travers qu'ils sont maintenant un peu réticents. Cela se traduit comment? Il y a en quelque sorte le rétablissement de la vérité des prix. Cela veut dire quoi? Supprimer les subventions. Et quand l'État maintenant supprime les subventions, qu'est-ce qui va se passer? En quelque sorte, les prix vont augmenter. Il y aurait une inflation, ça va entraîner une érosion du pouvoir d'achat des populations. Les populations alors vont supporter difficilement une telle mesure, c'est pourquoi on la considère maintenant comme austère. Ça se traduit comment par ailleurs? Un désengagement de l'État. L'État va en quelque sorte maintenant privatiser en quelque sorte la plupart des entreprises publiques. Et il faut rappeler maintenant, à l'époque, dans l'atmosphère des années 78-98, le slogan au niveau des institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, c'était quoi? Moins d'État, mieux d'État. Donc, alors, ces institutions encourageaient véritablement nos États à être des États, en quelque sorte, maintenant libéraux, ce qu'on appelle en économie des États gendarmes, qui vont en quelque sorte progressivement se retirer en quelque sorte maintenant de la sphère économique pour laisser l'initiative privée en quelque sorte maintenant s'exprimer. Cela se traduisait comment également? Par un gel des recrutements maintenant dans la fonction publique. C'est pourquoi alors, durant ces années, en quelque sorte, nos États avaient initié les recrutements en quelque sorte maintenant de volontaires et de vacataires dans l'enseignement et quelquefois maintenant dans le secteur de la santé, avec quelquefois des niveaux de rémunération très dérisoires. Mais également, c'est l'époque où on avait initié ce qu'on appelait maintenant les départs volontaires, où en quelque sorte maintenant, certains travailleurs qui n'avaient pas en quelque sorte maintenant l'âge d'aller à la retraite, en quelque sorte, anticipaient leur retraite. Ça se traduit comment par ailleurs? Par une réduction en quelque sorte maintenant du niveau des salaires. Tout cela aura maintenant un impact négatif véritablement sur le pouvoir d'achat des populations et c'est pourquoi maintenant, en quelque sorte, ces mesures sont considérées maintenant comme austères. Et puisque ça va avec maintenant la restructuration, dans ce cas, ça peut avoir en quelque sorte maintenant des conséquences négatives et en quelque sorte maintenant, surtout au plan politique, parce qu'il peut y avoir quelquefois maintenant des protestations, il peut y avoir en quelque sorte maintenant des soulèvements, et cela sera au détriment en quelque sorte maintenant du régime en place. C'est pourquoi je pense, c'est pour ces raisons en quelque sorte maintenant que les autorités sont un peu réticentes quant à la restructuration maintenant de la dette. Mais en réalité, une restructuration, ça doit permettre en quelque sorte d'avoir de nouvelles conditions de remboursement en quelque sorte maintenant beaucoup plus souples. Sauf que dans ce cas de figure, en quelque sorte, les autorités en quelque sorte vont subir en quelque sorte maintenant les dictats des institutions financières internationales. Pour des souverainistes, en quelque sorte maintenant c'est un peu impensable. Voilà, c'est pourquoi en quelque sorte elles sont réticentes. Sauf également, il faut aussi rappeler, c'est comme si nos nouvelles autorités en quelque sorte étaient déjà dans une tentative en quelque sorte de faire une certaine forme de restructuration. Mais une restructuration à visage en quelque sorte maintenant beaucoup plus humain. Comment? À travers ce qu'ils appellent maintenant le PRES, le programme de redressement économique et social.
ce programme de redressement économique et social, en principe, à la base, ça se fait comment? Le maintien des subventions, pour que, alors qu'il n'y ait pas une érosion véritablement du pouvoir d'achat. Mais ce maintien des subventions, comment en quelque sorte maintenant il est financé? Par un élargissement de l'assiette fiscale. Alors, en quelque sorte, beaucoup de produits aujourd'hui, en quelque sorte, maintenant sont taxés. Parce qu'il va falloir retrouver aussi les ressources nécessaires pour payer en quelque sorte véritablement maintenant la dette. C'est comme si alors il était déjà dans une optique en quelque sorte de restructurer, mais la différence c'est quoi? C'est que cette restructuration, en quelque sorte, elle est endogène. C'est décidé par nos propres autorités, mais en quelque sorte, elle n'est pas suivie, elle n'est pas maintenant imposée. Voilà véritablement ce que je pourrais dire concernant la restructuration de la dette. Voilà. Merci beaucoup, M. Diouf. Votre dernier mot? Bon, mon dernier mot est remercier en quelque sorte toute l'administration du groupe scolaire David Diop Mendes. C'est une administration en quelque sorte maintenant qui ne ménage aucun effort pour en quelque sorte la réussite du projet éducatif de David Diop. Remercier également maintenant toute l'équipe pédagogique, mais également vous remercier vous, M. Sall, et surtout également remercier M. Mbaye. C'est comme on dit à tout seigneur, tout honneur, M. Mbaye, de par ses actions en quelque sorte, il contribue véritablement à ce que le groupe scolaire David Diop Mendes, bien vrai en quelque sorte qu'il est une étoile au niveau de l'académie de Pikine-Guédiawaye, en quelque sorte maintenant qu'il ait maintenant beaucoup plus de visibilité, en quelque sorte maintenant qu'il soit un groupe scolaire beaucoup plus rayonnant. Merci, M. Sall. Merci beaucoup.